Bonjour Manon, vous êtes ingénieure agronome et coordinatrice de la chaire ANCA, donc aliments, nutrition, comportement alimentaire d'AgroParisTech. Pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et peut-être nous présenter la chaire ANCA? Donc effectivement, je suis issue d'une formation d'ingénieur en agronomie que j'ai réalisée à AgroCampus à Rennes, et j'ai choisi de faire une année de spécialisation en nutrition à AgroParisTech, et j'ai choisi de poursuivre ensuite par un deuxième master 2 en sociologie de l'alimentation à Toulouse, qui est la seule formation qui existe aujourd'hui justement sur la sociologie de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, vous travaillez au sein de la chaire ANCA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les projets de la chaire ANCA? C'est vrai que l'alimentation a toujours été au centre de mon parcours professionnel, et du coup j'ai été embauchée donc tout de suite après mes études du coup à AgroParisTech pour une de ces chaires qui s'appelle donc la chaire ANCA, qui dépend de la fondation de l'école AgroParisTech et qui a vraiment pour mission de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation saine et durable. En 10 ans, on a porté des grands programmes de communication et d'éducation pour différents types de populations, à la fois pour les professionnels de l'alimentation, pour leur donner un peu des connaissances de base sur les questions de nutrition, de comportement alimentaire et d'alimentation durable, et des programmes de communication plutôt grand public, comme on a pu le faire avec les 2 derniers projets, Manger vers le futur et Je mange pour le futur. Alors comme vous l'avez dit, depuis 2021, vous travaillez sur le projet Je mange pour le futur. Quel est l'objectif de ce projet? Comment il est né? Donc en fait, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on a vraiment choisi d'élargir nos thématiques à l'alimentation durable dans sa globalité, et c'est vrai que c'était important pour nous de développer un projet de sensibilisation à destination des 18-35 ans, qui a été vraiment notre cible cœur de nos projets ces dernières années. Et l'objectif, c'était vraiment de leur apporter des pistes concrètes pour adopter une alimentation durable au quotidien. Pour le choix de cette cible, déjà, c'était vraiment une tranche de la population qui nous semble intéressante, parce que c'est une tranche de vie en fait où généralement on est plus sensible à ces questions. On change souvent ses habitudes alimentaires. Ça comprend quand même des réalités assez différentes, puisqu'il y a à la fois les étudiants, les personnes qui rentrent dans la vie active, les personnes qui se mettent en couple ou qui peuvent avoir leur premier enfant. Et tout ça, c'est vraiment des moments où à la fois on s'autonomise sur la question de l'alimentation, du budget qu'on alloue à l'alimentation, et par exemple où on va être plus sensible aux questions de santé liées à l'alimentation, par exemple quand on a son premier enfant. Vous avez parlé donc d'alimentation durable. Comment vous la définiriez? Donc nous, en fait, on se base sur une définition de la FAO, donc des Nations Unies pour l'alimentation, qui dit que c'est une alimentation qui doit garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations actuelles et futures, qui doit être respectueuse de l'environnement et de la biodiversité, mais qui doit également être culturellement acceptable par les populations et accessible à tous. Dimension qui est souvent oubliée quand on parle d'alimentation durable. Et donc, pour le projet Je mange pour le futur, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle forme il prend, nous donner un peu plus de détails? Donc c'est un projet qui a notamment été lauréat du Programme national alimentation et qui a donc été soutenu par le ministère de l'Agriculture, de la Santé et de l'ADEME. Je mange pour le futur, c'est un programme qu'on a diffusé sur Instagram en 2021, qui a démarré en 2021 et qui se poursuit aujourd'hui. C'est un programme entre fiction et réalité qui est animé donc par un personnage fictif, une héroïne qu'on a inventée qui s'appelle Sacha, qui a 26 ans, qui se pose pas mal de questions sur son alimentation, un peu comme n'importe quel type de consommateur, et qui décide de mener son enquête pour comprendre très concrètement pourquoi et comment adopter une alimentation plus durable. Donc en fait, en 2021, on suit vraiment Sacha dans ses aventures quasi quotidiennes pendant 3 mois. Elle mène son enquête, elle rencontre à la fois des chercheurs pour comprendre que dit la science en fait sur le sujet aujourd'hui. Elle rencontre aussi des commerçants de bouche pour concrètement mieux savoir comment choisir son alimentation. Elle va rencontrer des chefs pour tester des recettes de cuisine et adopter des nouvelles astuces qui va lui permettre d'expérimenter aussi des nouvelles manières de s'alimenter. Et le côté réalité, c'est parce que toutes les personnes qu'elle rencontre, ce sont des personnes bien réelles, sous forme à la fois de reportages, d'interviews et par exemple les photos des plats qu'elle teste, des photos des recettes de cuisine. Vous avez dit que Je mange sur le futur, c'était sur le réseau social Instagram. Pourquoi vous avez choisi cette plateforme en particulier? Déjà, c'est une plateforme qui est plébiscitée par notre cible des 18-35 ans, et donc maintenant on peut même dire que c'est surtout sur la tranche d'âge 25-35 ans, pour être exact. Ça nous semblait super important de pouvoir recrédibiliser en fait le sujet de l'alimentation sur ces réseaux,
sur lequel on entend beaucoup de choses et tout et son contraire en fait sur le sujet de la nutrition et de l'alimentation durable. Il y a notamment des influenceurs qui de fait sont très médiatiques et vont transmettre des messages assez forts justement qui peuvent entraîner des changements de comportement alimentaire qui sont pas forcément validés scientifiquement. Et du coup, ça nous semblait important nous de proposer un discours crédible et aussi non injonctif sur le sujet de l'alimentation durable. Et si vous deviez décrire ce compte Instagram à une personne qui ne l'a jamais vu, vous avez déjà un petit peu évoqué ce que l'on pouvait y trouver, comment vous le présenteriez ? Faut imaginer un peu comme un média où à la fois on va retenir des informations théoriques, donc comme je disais, on porte une grande attention à le fait de transmettre des infos qui soient validées scientifiquement, avec à la fois des interviews d'experts pluridisciplinaires, parce que le sujet de l'alimentation durable, ça touche vraiment à plein de domaines, la nutrition, la sociologie, des experts de l'élevage également. On va trouver des infos beaucoup plus pratico-pratiques, parce que notre objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à apporter une aide concrète au quotidien sur le fait de s'alimenter, donc de faire ses courses, de préparer ses aliments, etc. Et du coup, on va à la fois fournir des recettes de cuisine qui sont durables, mais aussi qui sont économiques et qui permettent de cocher pas mal de cases. On va mettre en avant aussi des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer avec ce qu'on appelle, nous, les fiches aliments. Ou par exemple, là, dernièrement, on a posté la fiche aliments sur le flageolet. Alors, premièrement, parce que les légumes secs, c'est un sujet qui est super important pour nous et donc c'est un sujet qui est vraiment récurrent, tient une place très importante dans une alimentation durable. Et quand on prend le cas du flageolet, par exemple, c'est vraiment le légume sec qui est le moins consommé et donc c'est vrai que c'est intéressant juste de s'y intéresser un petit peu plus en donnant un peu des informations dessus. Le projet donc Je mange pour le futur, qui était avant purement numérique et récemment devenu un livre, est-ce qu'il y avait une volonté de transposer justement un contenu qui était uniquement sur Instagram sur un support physique ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, dans le passé, beaucoup proposé des contenus, notamment via le numérique. Et c'est vrai que c'était important pour nous de sortir de ça aussi pour s'adresser à un public plus large. Ce qu'on peut regretter avec Instagram, c'est qu'on est vraiment dans l'immédiateté de l'information, avec beaucoup de contenus qui ont été produits, par exemple, pour des stories qui vont rester très peu de temps. Le fait d'en faire un livre et de l'adapter vraiment dans un ouvrage papier palpable, ça permet vraiment de garder ça quelque part et aussi de pouvoir encore une fois toucher un public plus large en se disant que demain telle personne va vouloir l'offrir à quelqu'un de sa famille, à un ami, etc. Le projet Je mange pour le futur est à destination donc des 18-35 ans. Est-ce que, comme vous vous adressez à ce public plutôt jeune, vous devez prendre en compte certaines contraintes ? Oui, ce qu'on fait systématiquement quand on développe un programme d'éducation à la chaire en cas, c'est vraiment une phase d'audit qui est très importante en amont de la conception des projets, où on va vraiment interroger notre population cible, donc là en l'occurrence les 18-35 ans. Pour Je mange pour le futur, on a mis en place des focus group à la fois pour comprendre quelles étaient leurs représentations, leurs freins et leurs motivations à adopter une alimentation durable, et ça a été vraiment riche d'enseignements, et on a réalisé aussi des ateliers de co-conception vraiment pour concevoir le programme ensemble sur Instagram pour comprendre à quelle fréquence est-ce qu'ils voulaient par exemple des contenus théoriques ou des contenus plutôt pratiques. Et du coup, les résultats de cette phase d'audit ont été vraiment très importants, notamment pour comprendre justement qu'est-ce qui les freine aujourd'hui à adopter une alimentation durable. On sait qu'aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de très contraignant par les individus. On a l'impression que ça va nous demander de passer 2 heures en cuisine tous les jours, d'aller faire nos courses dans 3 endroits différents et de dépenser beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'était vraiment une première chose. Après, nous, on a vraiment un levier qui est très central dans le projet, c'est celui de végétaliser son alimentation, en tout cas de rééquilibrer la part des produits animaux et végétaux dans son alimentation. Et c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de freins dans les représentations. On a l'impression que manger végétal, ça va plus végétal, ça va nous amener des carences, que ça va être plus fade, que ça va nous demander plus de techniques en termes de cuisine, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on réussit à répondre à ces idées reçues et bien sûr de prendre en compte des contraintes tout simplement budgétaires de cette tranche de la population qui sont de plus en plus concernées par les inégalités sociales en lien avec l'alimentation. Pas que les aspects budgétaires, parce que ce sont aussi des personnes, notamment pour les étudiants, qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel à disposition. Donc ça, c'est autant de paramètres à prendre en compte quand on développe par exemple nos recettes de cuisine pour qu'elles soient les plus adaptées possibles. Justement, sur la question du budget, est-ce que c'est possible d'adopter une alimentation plus saine et plus durable avec un budget restreint ? La question
question du budget, elle est super importante et comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent un peu oublié quand on parle d'alimentation durable et il faut vraiment prêter une attention au fait de pas développer des solutions qui seraient adaptées qu'à une certaine partie de la population. On sait que effectivement, ça coûte cher de bien s'alimenter, on sait qu'une alimentation durable, elle n'est pas accessible pour environ 3 milliards d'individus, donc effectivement, c'est pas accessible. Il y a une étude justement, nous, qui nous a interpellés, qui a été réalisée par des chercheurs de l'INRAE, dont Nicole Darmon, avec qui on a notamment pas mal travaillé dans le cadre du projet Je mange pour le futur, qui a comparé en fait les régimes de ménage français et qui s'est rendu compte que sur cette sélection d'individus, il y avait un Français sur 5 qui avait déjà un régime dit durable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé le budget moyen des paniers alimentaires de ces personnes qui avaient déjà un régime durable comparé à ceux qui avaient un régime plutôt conventionnel. Et ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient un budget moyen qui était légèrement inférieur, donc de 6,20 € pour une femme adulte en moyenne comparé à 6,70 € pour le régime conventionnel. Donc ça, c'est vrai qu'on trouve ça plutôt positif de se dire non seulement c'est possible d'adopter une alimentation durable, il y en a déjà qui l'adoptent, mais en plus ça peut permettre de faire des économies. Donc par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est avec quelles conditions en fait on arrive à un tel résultat. En fait, il faut effectuer quelques chiffres dans son alimentation et notamment réduire la part des produits carnés, notamment de viande rouge. Ça, c'est vraiment, je pense, le levier le plus important à retenir. Après, ils avaient aussi une consommation de boissons alcoolisées qui était moins importante, de produits laitiers, de fromage et de lait un petit peu moins importante, et par contre une consommation des produits végétaux, notamment des fruits, des légumes, des fruits secs qui était vraiment plus importante. Quand vous dites 6,20 € contre 6,70 €, c'est par repas, par jour? Par jour. Par où on peut commencer si demain on veut débuter une alimentation plus saine et plus durable? Est-ce que vous avez quelques conseils? Nous, c'est vrai que, comme je le disais, le premier levier qu'on met en avant, c'est ce rééquilibrage sur la consommation de produits animaux et de produits végétaux. C'est vraiment un levier qui nous semble primordial parce que c'est celui qui permettra d'avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre qui est le plus important. Donc on dit aujourd'hui qu'une alimentation flexitarienne pourrait nous permettre de réduire de 30 à 40% nos émissions en gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment pas négligeable, et ce qui nous semble intéressant, c'est que ça se joue à l'échelle de l'assiette. Donc quelque part, les individus ont plutôt la main en fait sur ça, sur le choix de leur alimentation. Un deuxième levier qui est super important, c'est celui de choisir des aliments qui auront été produits d'une manière qui aura été respectueuse de l'environnement, donc en choisissant par exemple des modes de production agroécologiques ou en agriculture bio. Et après, nous, un autre levier qui nous semble intéressant, c'est celui de diversifier notre alimentation. On sait aujourd'hui qu'on a vraiment réduit énormément notre répertoire alimentaire, et la biodiversité liée à l'alimentation s'est vraiment amenuisée. On sait que sur les 6000 espèces qui sont cultivées dans le monde, il y en a que 9 qui permettent d'assurer les 2/3 de nos apports en calories. Donc ça veut dire qu'on a vraiment mis tous nos œufs dans le même panier, et ça, déjà, c'est pas résilient d'un point de vue de nos systèmes, parce que si demain on a effectivement des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus importants, si demain on a des ravageurs, etc., qui déciment certaines cultures, et ben là, en se restreignant sur 6 variétés, on prend beaucoup de risques. Alors que si on diversifie vraiment notre alimentation, on diminue ce risque-là. L'autre intérêt, c'est d'avoir des apports nutritionnels aussi qui sont plus adéquats. Et est-ce que vous pensez que les 18-35 ans, c'est un public plus facile à convaincre de faire ces changements, peut-être parce que c'est un public qui est plus conscient des enjeux, notamment environnementaux, qui se jouent autour de l'alimentation? Donc à la fois, c'est une population effectivement qui est plus sensibilisée que les générations qui la précèdent. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de comportements antagonistes dans cette population. Par exemple, on retrouve chez les 18-24 ans les plus gros consommateurs de produits carnés. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses aussi qui nous semblent intéressantes. C'est que peut-être leur consommation de viande, elle est un petit peu différente de des générations qui sont au-dessus, notamment parce que on n'est pas sur un gros steak qui prend toute la place dans l'assiette. On est plutôt sur une consommation de produits carnés qui se fait de manière dans des produits préparés, dans des burgers, etc., et qui est peut-être un petit peu moins visible. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de comportements antagonistes et souvent on a l'impression que cette population a plus l'information, est plus sensibilisée, mais ne sait pas toujours comment s'y prendre pour adopter une alimentation plus durable. Pour finir, j'aimerais revenir sur votre parcours que vous nous avez présenté tout à l'heure. Donc on a bien compris que l'alimentation était au centre de vos études et de votre travail. L'année dernière, vous avez décidé de faire un CAP cuisine.
et vous travaillez aujourd'hui donc à mi-temps à la Charenka et dans un restaurant. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce choix et peut-être nous expliquer s'il y a d'éventuels liens entre les deux? C'est vrai que l'alimentation est vraiment au centre, comme je le disais, de mon parcours professionnel, parce que je trouve que c'est un super levier, notamment quand on parle des enjeux climatiques, c'est un super levier d'action en fait. On sait que le système alimentaire est responsable d'un tiers des émissions carbone, mais à la fois on sait que des changements de pratiques sur notre alimentation, ça permet vraiment d'avoir un réel impact. Donc je trouve ça super intéressant, ça nous concerne tous, puis c'est aussi synonyme de beaucoup de plaisir, de convivialité, etc. Donc je trouve que ça réunit beaucoup d'éléments que je trouve intéressants. Et c'est vrai que j'ai voulu aller un petit peu plus loin en fait sur cet aspect culinaire qui était déjà central dans mon travail à la Charenka, parce qu'on utilisait beaucoup le levier du culinaire dans nos programmes d'éducation. Mais c'est vrai que je pense que les chefs ont beaucoup à jouer justement sur la transition en faisant la démonstration qu'adopter une alimentation plus durable, plus végétale, ça peut vraiment être possible et être vraiment synonyme de plaisir et de goût, et qu'on est vraiment un peu au début de quelque chose d'assez génial à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment en train de réinventer la cuisine, et c'est vrai que je trouve ça vraiment très très stimulant de contribuer à ça. Et je pense qu'il y a rien de plus efficace en fait que d'aller au restaurant et de manger un plat par exemple végétarien sans forcément le savoir, et de repartir et d'avoir vraiment pris plaisir. Je pense que c'est la meilleure démonstration que voilà, c'est possible, on peut y prendre goût et peut-être l'adopter à son tour dans sa cuisine de tous les jours. Et donc vous adaptez vos propres conseils dans votre cuisine? Oui, forcément. C'est vrai que le végétal est très central, parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus à faire, on va dire. Je prône pas du tout le fait d'arrêter de consommer de la viande, mais par contre il y a beaucoup à faire pour réinventer la cuisine du végétal, qui est très diversifiée. Donc c'est vrai qu'on peut trouver ça vraiment très stimulant d'aller redécouvrir des aliments qu'on consommait peut-être plus, des fruits, des légumes, de s'intéresser aux différentes céréales. Comme je disais tout à l'heure, on surconsomme que quelques céréales, alors que c'est super intéressant d'aller s'intéresser à d'autres céréales comme l'épeautre par exemple, qui résiste très bien à la sécheresse, et alors qu'on l'utilise assez peu aujourd'hui en cuisine, quoique un petit peu plus en boulangerie par exemple. C'est vrai que là dernièrement à la Charenka, j'ai lancé toute une campagne sur la promotion des légumes secs, comme je disais, qui a vraiment une place essentielle dans une alimentation durable, et qui aujourd'hui est très peu consommée, puisqu'on a vraiment diminué notre consommation par 4 en France sur les 50 dernières années. Et c'est vrai qu'il y a des liens évidents. Déjà dans la campagne, j'ai fait appel à beaucoup de chefs pour qu'ils partagent leurs recettes de cuisine, leurs astuces pour tout simplement mieux savoir les préparer. Et à la fois au restaurant, je teste beaucoup de recettes à base de légumes secs. Je vois qu'il y a vraiment de quoi faire avec cet aliment. Merci beaucoup.